nouveau paysage ferroviaire qui paie quoi à l'heure de la concurrence? C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Il est interrogé par Clément Pétro, le directeur adjoint de la rédaction. On est sûr et certain que ça va susciter des questions. Donc n'oubliez pas, menti.com, le QR code réapparaîtra. Et ben, c'est parti pour l'interview. On peut les applaudir. Merci Boris, merci beaucoup, cher Christophe, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président directeur général d'SNCF Voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre poste et qu'est-ce que SNCF Voyageurs? Alors, en quelques mots, ça va pas être facile, mais je vais essayer. En quelques mots, SNCF Voyageurs, c'est une des 5 filiales du groupe SNCF. Et cette filiale du groupe SNCF a pour objectif de faire voyager tous les jours 5 millions de Français. On fait rouler 15 000 trains. Ces trains, c'est d'abord 6 000 trains en Île-de-France, 3,5 millions de passagers. C'est 1 200 trains en région, à peu près 1 300 000 voyageurs. Et puis, c'est la partie de la grande vitesse. C'est entre 500 et 700 TGV. Et c'est entre 1,5 million et 800 000 voyageurs par jour en France, mais aussi en Europe, puisque un tiers du chiffre d'affaires de TGV, qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros, c'est fait dans l'ensemble des pays européens, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, la Suisse, la Hollande, l'Espagne, l'Italie. Très bien. On voit que depuis 2020, le marché ferroviaire français subit beaucoup de changements, et notamment l'ouverture à la concurrence, qui fait partie un petit peu de vos préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes qui structurent cette ouverture à la concurrence, et puis un peu, on va parler des conséquences que ça a sur votre activité? Alors oui, effectivement, dans notre pays, l'ouverture à la concurrence est concrète depuis plusieurs années. Dans le fret ferroviaire depuis 2008, et puis dans le voyageur, c'est depuis 2020. Alors, il y a, comme je l'indiquais dans la présentation de SNCF Voyageurs, il y a 2 natures de trains qui circulent en France. Les trains qui sont des délégations de services publics, dont l'offre est décidée par les régions. On va dire. C'est les TER, mais c'est aussi l'Île-de-France. C'est les Transiliens. Donc, c'est les 14 000 trains qu'on fait circuler tous les jours. Ce sont des trains régionaux, plus de 90% du portefeuille de ce que nous faisons. Donc là, oui, il y a une ouverture à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence, elle est décidée, orchestrée par les conseils régionaux. Et c'est donc les conseils régionaux qui, jusqu'à 2020, décidaient uniquement de l'offre, mais ne décidaient pas de qui faisait cette offre, qui depuis 2020 décide de la nature de l'offre. Si je prends un exemple très concret, vous avez 11 régions ferroviaires en France. Eh bien, vous avez des régions comme la région Sud-PACA, par exemple, qui a décidé d'ouvrir sa région à la concurrence. Ils ont décidé de couper la région en 4 lots. Ces 4 lots sont en train d'être ouverts à la concurrence. 3 ont été ouverts à la concurrence et ont été attribués à des concurrents. Nous en avons gagné 2. Et 1 a été gagné par mon concurrent qui s'appelle Transdev, compagnie de 100 000 collaborateurs et qui fait déjà du ferroviaire ailleurs en Europe, en particulier en Allemagne. Et donc, sur l'ensemble de la région, des régions en France, vous allez avoir entre maintenant, enfin, le 1er janvier 2020 et 2033 une ouverture totale à la concurrence et un choix de chacune des régions de décider comment elles décident de choisir leur partenaire. Avant, si on se prend quelques mois presque en arrière, une région était obligée de travailler avec SNCF Voyageurs. Demain, lorsqu'elle fait un appel d'offres, elle décidera de retenir SNCF Voyageurs, ce que je souhaite vivement. Et c'est le cas puisqu'il y a eu 12 appels d'offres qui ont été lancés depuis maintenant 3 ans. Sur les 12 appels d'offres lancés, 8 ont été attribués à SNCF Voyageurs. Et c'est elle qui décide le rythme jusqu'à 2033. Ça, c'est la partie de la concurrence de ce qu'on appelle les délégations de services publics. C'est important parce que c'est globalement les 4,5 millions de Français qui aujourd'hui prennent le train, donc ils prenaient qu'avec la SNCF, entre guillemets. Demain, il y aura d'autres opérateurs qui vont circuler. Après, vous avez une deuxième nature de concurrence, c'est la concurrence dans la grande vitesse. Vous l'avez vu, c'est donc les TGV. Et depuis maintenant 2021, vous avez en France 2 opérateurs qui circulent, Renfe et Trenitalia, qui est plus connu parce qu'il y a plus de circulation et qui aujourd'hui font du Paris-Lyon, même depuis fin juin du Paris-Lyon-Marseille. Et donc, c'est des lignes sur lesquelles nous sommes également. Cette concurrence, elle est valable en France, mais c'est aussi valable en Europe. Et nous-mêmes sommes présents, et même très présents en Europe. Si je prends mes 2 collègues, Trenitalia et Renfe, nous sommes présents depuis 2021 en Espagne,
où la concurrence a permis, par exemple, d'augmenter de façon significative, par exemple, la liaison Madrid-Barcelone, et nous sommes tout autant présents en Italie. Vous faites rouler des Ouigo notamment. On fait rouler des Ouigo en Espagne, oui. Alors, ça me permet de dire que dans la concurrence, pour gagner dans la concurrence, il faut avoir des armes pour gagner. Nous, chez nous, une de nos armes, en particulier une arme tarifaire, c'est Ouigo, bien connue des Français. Aujourd'hui, Ouigo, c'est un TGV sur 5 qui circule. Demain, ça sera, d'ici 2030, un TGV sur 3 sera Ouigo. Notre objectif, c'est l'accessibilité tarifaire, permettre aux Français le plus possible de pouvoir se déplacer en train. Et cette arme stratégique que nous avons développée depuis 2013, c'est aussi notre arme concurrentielle. Et c'est comme ça que nous sommes allés en Espagne. En Espagne, on fait 5 allers-retours entre Madrid et Barcelone. Et aujourd'hui, on occupe 20% du marché espagnol. J'aimerais qu'on revienne une seconde sur les délégations de services publics. Donc aujourd'hui, en fait, la France est découpée en entités géographiques qui sont des marchés. Et vous êtes mis en concurrence face à des opérateurs qui sont plutôt nouveaux, puisque vous étiez jusque-là le seul opérateur habilité à faire rouler des trains en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des concurrents qui ont émergé, ceux qui ont déjà disparu, et ceux qui vous challenge vraiment, on va dire? Alors, sur ce sujet-là, c'est vrai, comme vous le dites à l'instant, on était dans un monopole dans lequel vous avez le choix entre la SNCF et la SNCF. On était plutôt dans un monopole subi et on est en train de passer dans un point important pour nous, dans lequel on souhaite être l'opérateur préféré des Français. Donc, effectivement, les régions ont le choix de pouvoir choisir tel ou tel opérateur. Quand même. On a surtout des savoir-faire que moi je souhaite rappeler régulièrement, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on en gagne 8 sur 12. Oui, il y a un paysage concurrentiel qui arrive, il y a d'autres opérateurs qui savent faire rouler des trains en France, je l'ai indiqué, Transdev sait faire rouler des trains, ils l'ont démontré d'ailleurs en Allemagne où ils sont très présents. Vous avez d'autres opérateurs qui savent faire rouler du mode lourd en France, vous avez la RATP par exemple, qui est un de nos concurrents parfois sur quelques marchés. Le dernier, c'est en Normandie, sur l'étoile de Caen. On était en concurrence en face de la RATP. C'est d'ailleurs la RATP qui a gagné. Donc oui, il y a un paysage concurrentiel qui est en train d'apparaître, plutôt avec des opérateurs très connus et très charpentés, Transdev et RATP, par exemple. Et puis, vous avez raison, il y a de nouveaux opérateurs qu'on pourrait appeler alternatifs ou privés, qui sont en train d'apparaître, soit dans la grande vitesse, on l'a vu, soit sur les délégations de services publics. Et les délégations de services publics, je prends l'exemple d'une compagnie qui s'appelle Le Train, et qui est aujourd'hui, elle l'a dit publiquement, c'est pour ça que je le sais, en concurrence face à nous, en Nouvelle-Aquitaine, sur un des lots. Si on réfléchit un petit peu brièvement en termes économiques, l'ouverture à la concurrence ne peut que vous être un peu défavorable dans la mesure où sur le marché français, vous allez avoir des concurrents, donc vous allez être obligé de rendre des parts de marché. Donc comment est-ce qu'on maintient une activité quand on a face à soi un processus économique qui vous affaiblit en théorie? Alors c'est une bonne question. Moi, j'avais pas l'intention de rendre des parts de marché à qui que ce soit, mais j'avais plutôt l'intention de rendre des parts de marché. Non, mon intention est assez simple. D'abord, moi, je prends cette ouverture à la concurrence sous deux angles. Le premier angle, c'est que en France, mais c'est aussi valable en Europe, le train a le vent en poupe et il y a un véritable appétit de train. Donc, on a la chance sur cette ouverture à la concurrence d'avoir une demande de plus de trains. Et le deuxième sujet pour moi, c'est non pas de résister à cette ouverture à la concurrence, mais tout au contraire d'être à l'offensive à cette concurrence, c'est-à-dire démontrer les savoir-faire des cheminots, et ils sont nombreux, et montrer notre capacité d'innovation. Aujourd'hui, dans l'ouverture à la concurrence que nous vivons aujourd'hui, nous en avons gagné 8 sur 12, comme je le disais à l'instant, mais surtout aujourd'hui, c'est les régions qui décident de l'offre, et ce qu'elles décident avec cette ouverture à la concurrence, c'est deux choses. La première chose, c'est de faire plus de trains. Je prenais l'exemple de Sud-PACA. Dans le dernier lot qu'on a mis en service le 15 décembre dernier, ils nous ont demandé de faire 75% de trains supplémentaires. 75% de trains supplémentaires, c'est beaucoup. Donc si on regarde et si on se mettait en 2033, je pense que si nous réalisons le plan stratégique qui est le nôtre, on aura sans doute à peu près, peut-être plus, j'espère, plus de trains kilomètres qu'aujourd'hui, mais il y aura des trains kilomètres supplémentaires qui auront été créés parce que les régions ont décidé que le train était le mode en développement. C'est ce qu'elles font aujourd'hui. D'accord, donc le marché évolue. Le marché évolue fortement et elle nous demande d'ailleurs d'être plus innovants, plus performants.
L'ouverture à la concurrence, c'est souvent un élément qui est une des questions qui me posée. L'ouverture à la concurrence ne doit pas être synonyme de dégradation de qualité de service. Aujourd'hui, il y a plus de 3 lots qui sont mis en service sous forme de la concurrence, 1200 collaborateurs qui ont été transférés dans des filiales. La qualité de service est l'identique, voire meilleure qu'hier. Mais c'est aussi la performance économique. Donc oui, ça change des choses, ça change des choses chez nous. Et c'est une transformation profonde de l'entreprise parce qu'on doit produire différemment, parce qu'on va produire moins cher et en continuant à améliorer la qualité de service. Et si j'ai bien compris, vous-même, vous allez aussi sur d'autres marchés qui jusque-là ne vous étaient pas forcément accessibles, notamment dans les pays européens. Oui, c'est vrai. On voit souvent le ferroviaire à l'aune de la France. Le ferroviaire, aujourd'hui, je pense, doit être vu à une maille beaucoup plus large, à une maille européenne. Aujourd'hui, le ferroviaire, il est européen, en particulier sur la grande vitesse. Aujourd'hui, c'est peu connu, mais SNCF Voyageurs ont fait rouler 40% des voyageurs en Europe roulent avec de la grande vitesse de SNCF Voyageurs. Et on a bien l'intention de rester le leader. D'ailleurs, c'est pour cette raison que notre arme, le Ouigo, fonctionne très bien en Espagne. C'est pour cette raison que notre arme, Eurostar, sous toute l'Europe du Nord, sera notre arme pour pouvoir continuer à servir l'ensemble des Européens. On regarde d'autres marchés, en particulier l'Italie, sur lequel, en 2027, on va aller, là aussi, conquérir des parts de marché. Cette, on va dire, ouverture du marché et mise en concurrence a été voulue par des textes européens. Concrètement, ça apporte quoi aux voyageurs? Là encore, on va dire qu'il y a 2 voyageurs. Ça apporte plusieurs choses. D'abord, aux conseils régionaux. Ils vont passer du monopole historique que je représentais à l'entreprise qui va rentrer dans la concurrence. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on a complètement changé. Aujourd'hui, si vous regardez le paysage, les autorités organisatrices ont changé. Maintenant, c'est elles qui écrivent le cahier des charges de ce qu'elles veulent. C'est elles qui décident l'opérateur qu'elles ont à leur côté. C'est elles qui bientôt homologueront les trains. Donc le paysage, il a changé. Les conseils régionaux, je dirais, vivent la 2e révolution de la décentralisation. Après leur avoir attribué la compétence sur les trains, maintenant, elles ont une compétence supplémentaire. Elles vont pouvoir choisir l'opérateur avec qui elles travaillent. Ça change tout. 2, vous avez des nouveaux concurrents qui arrivent. Donc ce paysage change complètement. Il y a un régulateur qui apparaît, comme on peut le voir dans votre monde, qui est l'ARCEP, dans l'énergie, qui est la CRE. Donc il y a un régulateur qui s'assure que l'ouverture à la concurrence se passe bien et qu'elle elle est équitable, et on peut lui faire confiance sur ces sujets-là. Et puis après, vous avez la concurrence sur la grande vitesse. Prenons le Paris-Lyon ou le Paris-Lyon-Marseille. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le choix entre SNCF Voyageurs et Trenitalia. Nous, on pense qu'on a toutes nos chances parce qu'on a plusieurs atouts distinctifs. D'abord, on a aussi bien du Ouigo qui permet d'avoir des petits tarifs. On a une offre qui fait plus de 20 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon, ou 17 jusqu'à Marseille. On a une offre qui dessert plus de 200 villes en France. Donc oui, le paysage est en train de changer, mais sur ce point-là, si je reste sur la grande vitesse, ça va nous interroger sur le monde de la grande vitesse, parce qu'aujourd'hui, mes concurrents, contrairement à la délégation de service public, on est tous à égalité sur la délégation de service public. La région décide de lancer un appel d'offres et le meilleur gagne. Et à nous d'être les meilleurs. Et à nous de faire la performance. Et les leviers commerciaux dont vous disposez, vous êtes obligé de repenser vos offres, vous êtes obligé de regarder ce que fait la concurrence. Vous voyez bien que ce ne sont pas forcément les mêmes niveaux de service, les mêmes niveaux de segmentation commerciale. Comment ça vous oblige à repenser votre métier? Vous avez raison, c'est vraiment cette question qu'on se pose tous les matins ou presque. On a pris de l'avance en créant Ouigo en 2013 alors qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc, d'abord, c'est d'avoir une arme, celle de Ouigo, avec du Là, c'est le prix, très clairement. Là, c'est le prix. Oui. Deuxième sujet, c'est le sujet du confort. De plus en plus, des autres opérateurs offrent d'autres qualités de service ou de confort. Là, vous l'avez vu également, sur le Paris-Lyon, on a changé le confort. Typiquement, nous avons décidé d'acheter des nouveaux trains. Le TGV M, comme on l'appelle, il va arriver début 2026. Son objectif, c'est d'autres gammes de confort, d'autres services. Donc là encore, nous, on est en train de bouger pas à pas. Je vous en dirai pas beaucoup plus parce que maintenant, on est en concurrence. Autant j'écoutais toutes les questions que vous me posiez et j'y répondais solennellement et religieusement. Vous avez des projets secrets. Mais aujourd'hui, moi, je vais pas vous raconter la dernière innovation, même si j'y suis très, très tenté. Mais je vous en dirai pas plus.
Vous voulez nous parler du TGV M un peu, qui va être Oui. un argument assez sérieux quand même. Ah bah bien sûr, c'est un argument très sérieux. Le TGVM, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous montez dans un TGV, c'est assez simple, c'est 3 voitures de première, un bar, 4 voitures de seconde. Il n'a échappé à personne que depuis le Covid, les habitudes de voyage ont complètement changé. D'abord, beaucoup plus de voyageurs, des voyageurs qui anticipent différemment. Et aujourd'hui, ce train-là, il est plus complètement adapté aux évolutions de notre marché. Nous, on a besoin demain de pouvoir faire un TGV sans bar et qu'avec des secondes. On a besoin de pouvoir faire un train avec, je crois, ce qui vous intéresse directement, plus de place pour les vélos. Oui. Et donc, on va s'adapter pas à pas. Donc, le M, c'est modularité. Et là-dessus, on a besoin d'être encore plus proche du terrain sur ce sujet. Et toujours sur le sujet tarifaire. C'est un point que je suis surpris que j'ai déjà pas eu la question, mais je pense qu'elle va pas tarder. Sur le tarifaire, l'objectif, c'est toujours avoir le prix le plus bas dans ce qu'on est capable de faire. Je le rappelle ici, on a augmenté en 5 ans les tarifs du TGV en moyenne de 8%, là où l'inflation est de plus de 16%. Donc, notre objectif, c'est de rendre le plus populaire le TGV en ne montant pas les prix à la même vitesse que l'inflation. Très bien. Sur les nouvelles règles concurrentielles, finalement, vous poussent à renoncer à un modèle qui était assez vertueux dans la mesure où il avait permis de mailler la France de différentes lignes, c'est-à-dire que la grande vitesse finançait un peu la petite vitesse, pour dire les choses de manière un peu imagée. Mais comme les marchés se séparent et qu'il n'y a plus de système de vases communicants, est-ce qu'on n'a pas finalement un risque de voir ou d'assister à une forme d'attrition des petites lignes beaucoup moins rentables du fait de cette nouvelle organisation de marché? Ouais, c'est une question, c'est vraiment la question du jour. Aujourd'hui, et moi j'en suis d'ailleurs très très fier, aujourd'hui le TGV, que moi j'appelle le TGV à la française, il circule partout en France, il dessert plus de 200 villes en France tous les jours. C'est un modèle européen d'ailleurs unique. Si je regarde mes collègues espagnols ou italiens, c'est la moitié, voire 2 fois, voire 3 fois moins de villes desservies. C'est ce qu'on a voulu. C'est-à-dire qu'on a voulu des TGV qui allaient partout, y compris dans des villes qui ne sont pas de la grande vitesse. D'ailleurs, sur les plus de 200 000 qu'on dessert, aujourd'hui, il y en a moins de 50 qui sont directement accessibles sur la grande vitesse. Ça pose une question qui est importante pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il repose sur un principe de péréquation, que je vais expliquer juste en une phrase. C'est que globalement, les lignes rentables payent les lignes déficitaires. C'est quoi une ligne déficitaire? C'est assez simple, schématiquement, vous pouvez vous-même savoir si elle l'est ou pas. Si dans la voiture dans laquelle vous êtes, 3 sièges sur 4 sont occupés, nous gagnons de l'argent. S'il y a moins de 3 sièges sur 4 qui sont occupés, nous perdons de l'argent. Aujourd'hui, le modèle qui est le nôtre, c'est que vous avez 3 tiers de lignes différents. Un tiers qui gagne de l'argent, un tiers qui ni en gagne ni en perd, et un tiers qui en perd. Le principe des vases communicants, qu'on appelle la péréquation, permet que les lignes rentables payent les lignes déficitaires. Et l'intérêt de ce bénéfice, c'est celui-là, permettre l'aménagement du territoire, dont je suis très fier. Deuxièmement, d'acheter des trains neufs. Et troisièmement, de remonter un dividende qui permet de régénérer le réseau, entre autres. Aujourd'hui, il n'a échappé à personne que mes 2 concurrents qui sont arrivés sur les lignes à grande vitesse, comme par hasard, arrivent sur les lignes qui gagnent de l'argent. Je leur en veux pas, très sincèrement. Moi, je fais pareil en Espagne. Du coup, des péages quand même. Oui, les péages. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Sur les lignes déficitaires, j'ai vu personne. Mais d'ailleurs, moi, je fais pareil en Espagne. Je vais sur Madrid-Barcelone. Je ne vais pas sur d'autres lignes. Je les comprends, je serai eux, je ferai exactement pareil. Sauf que ça nous pose une question, c'est que cette ligne bénéficiaire qui est le Paris-Lyon, ou Paris-Lyon-Marseille, elle payait d'autres lignes. Et donc, le modèle et la question qu'on a devant nous, c'est qu'il va falloir résoudre cette question, parce que si j'ai plus d'argent en bénéfice, je ne pourrai plus payer les lignes déficitaires. Et que faisons-nous de ces lignes? C'est ça la question qui est devant nous. Il y a un panel de réponses possibles. Je donne une des solutions qui me semble accessible, c'est qu'aujourd'hui, le train régional, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette table ronde, le train régional a profondément changé en France. Ici, en Occitanie en particulier, sous l'impulsion de Carole Delga, mais c'est valable dans toutes les régions, des trains neufs, de la régénération de réseau. Et donc, je pense qu'on doit revisiter, à l'occasion de cette question d'aménagement du territoire, là où nous avons des TGV qui circulent en même temps que des TER.
Et un TGV qui circule sur une ligne TER, il ne roule pas plus vite. En revanche, il coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'un TGV, ça coûte à peu près 35 millions d'euros, là où un TER coûte la moitié moins, voire un tiers, deux tiers de moins. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revoie, comme nos cousins suisses, le principe des correspondances. Et de toute façon, à utiliser l'argent public le mieux possible, c'est-à-dire que... Donc, il y aurait moins de TGV directs vers des villes, des petites villes moyennes ou petites... Des villes d'aménagement, on va dire. Mais c'est une des solutions. Après, il y a d'autres solutions. Il y a l'histoire de péage. Mais ça, c'est, je dirais, dans la main des pouvoirs publics de décider comment ça fonctionne. Mais très très brièvement, ça, politiquement, vous pensez que c'est un sujet qui a été compris, entendu, qui est travaillé, ou c'est un peu laissé au libre cours des évolutions du marché? On s'en rendra compte plus tard. Je pense que non. D'abord, oui, c'est un sujet très très actuel. Merci de ce point. C'est un sujet très actuel, et puis je pense que toutes ces villes d'aménagement du territoire le savent, sont montées au créneau, et donc oui, je pense que c'est un sujet qui a été repris. Le ministre Tabarot l'a repris, y compris dans son point. Il faut qu'on trouve une réponse à cette question. Merci Très beaucoup. bien. On s'en doutait, il y a pas mal de questions. Beaucoup de questions via Menti. Est-ce qu'il y a des questions au micro? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Ok. Alors, si? Eh ben, on vous passe le micro alors. Guéric Poncé, journaliste au Point. On a mis notre meilleure équipe sur le coup pour vous apporter avec célérité ce micro, Monsieur Poncé. Bonjour, merci. Alors j'ai une question très rapide. Les années précédentes, jusqu'à l'année dernière, j'avais une astuce pour acheter les billets de Noël, c'était de me lever très tôt, le jour de l'ouverture des ventes. Et là, on avait les meilleurs tarifs. Et là, cette année, surprise, c'était pas du tout le cas. Alors, est-ce que vous avez changé votre politique? Est-ce que aujourd'hui, quel est le comportement attendu finalement du client? Est-ce que se lever tôt, ça marche toujours pour avoir des bons tarifs? Parce que là, c'était plus de 500 € pour traverser la France à deux à la période de Noël. Ça me paraissait raté de me lever tôt. Alors non, vous pouvez continuer à vous lever tôt, je vous rassure. D'abord, premier point, oui, effectivement, il y a un énorme appétit de train en France. Et donc, effectivement, il faut de plus en plus anticiper. Et moi, j'appelle de mes voeux d'avoir le plus rapidement possible ces nouveaux TGV, parce que en 5 ans, on a augmenté de 15% le nombre de voyageurs sur les lignes à grande vitesse. C'est plus d'un tiers sur les TER. Donc, il y a un très gros appétit. Donc, oui, il faut continuer à se lever tôt. Mais pour la meilleure arme, il y a 2 armes pour avoir les prix le moins chers. Un, c'est Ouigo, vous le savez. Et ça, franchement, c'est imbattable. Et le deuxième point, c'est la carte avantage. La carte avantage, c'est pour moi l'élément, et vous l'avez nulle part en Europe, ni même dans aucune compagnie qui fait du transport, une carte qui plafonne les prix. Ce qui fait que quel que soit le jour, la date, l'heure de votre train, vous avez un plafond. Moi, je connais aucun opérateur en France, en Europe ou dans le monde qui vous garantit la veille de Noël, le jour de votre départ au ski, le fait que, pour prendre un exemple très concret, Paris-Marseille ne dépassera jamais 89 €. Donc oui, sur ce sujet-là, malheureusement, c'est très demandé. Et c'est vrai que les petits prix partent le plus tôt, mais vous avez quand même un élément, c'est la carte avantage qui vous plafonne votre prix. Question au Menti. Pour encourager le train plutôt que d'augmenter l'offre, acheter et opérer plus de trains, ne faut-il pas tout simplement lisser la demande? Tout simplement, c'est vrai que ça a l'air simple. Départ en vacances étalé sur plusieurs jours. Moi, je suis d'accord, mais c'est pas moi qui gère les dates de vacances. Donc, si quelqu'un a une bonne idée pour gérer les dates de vacances, je suis extrêmement preneur. Influencer. Oui, enfin, zones. je sais qu'on nous prétend beaucoup de pouvoir, mais enfin, de définir les dates de vacances scolaires ou Noël. Alors, j'ai une information, c'est ma blague du jour habituelle. Noël, cette année, tombe le 25 décembre. Et je pourrais rien faire. Donc, voilà. Donc, non, là-dessus, moi, j'en rêve, hein. Je rêve qu'on puisse lisser les départs, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si je regarde la façon dont les trains se remplissent, en particulier les TGV, aujourd'hui, avant les pointes, c'était simple. Vendredi midi, dimanche soir. Aujourd'hui, ma pointe, elle est assez simple. C'est jeudi midi, lundi soir. Donc ce lissage, il existe déjà. Merci au télétravail pour ceux qui prennent le TGV. Quel est le taux d'utilisation du réseau ferré français? Y a-t-il la marge pour absorber l'augmentation du trafic ou va-t-on devoir créer de nouvelles voies? Alors aujourd'hui, je ne suis pas le mieux placé parce qu'il n'y a pas que SNCF Voyageurs qui circulent,
Oui, il y a encore de la place sur le réseau ferroviaire français. La preuve, Trenitalia est arrivé et ça passe. Aujourd'hui, pas à pas, SNCF Réseau, de telle façon à organiser l'utilisation des réseaux ferroviaires français, est en train d'élaborer des accords cadres de telle façon à ce que chacun puisse se projeter dans les prochaines années sur le nombre de trains qu'il fera circuler. C'est la première réponse. Après, oui, l'appétit de train va poser des questions. Un, moi, je me bats pour que nous ayons le réseau ferroviaire français de meilleure qualité qui soit. Ambition Transport, ça me permet de le saluer, sous l'autorité de Dominique Bussereau et du ministre Tabarot, c'est plus d'argent pour le ferroviaire. On attend 1,5 milliard supplémentaire sur le ferroviaire, de telle façon à ce qu'on régénère le réseau pour qu'il soit de meilleure qualité. Mais il y a d'autres sujets. C'est l'occupation dans les gares. S'il y a plus de trains, il faudra plus de quais ou d'autres façons de faire. Et puis les installations de maintenance. Plus on sera nombreux à faire rouler des trains, plus on aura besoin de lieux pour faire de la maintenance. Et là-dessus, c'est un sujet qui est devant nous. On rentre dans encore plus précis. Quels engagements concrets, attention, hein, pouvez-vous prendre pour améliorer la régularité de la ligne Clermont-Paris? Alors, là-dessus... Est-ce que c'est des questions que vous avez souvent? Jamais. Mais Paris-Clermont, personne n'en parle. Non, c'est exactement le contraire. Non, mais Paris-Clermont, enfin, je vais faire un aveu, c'est on n'a pas été à la hauteur des engagements qu'on devait à cette ligne. On n'a pas été à la hauteur de l'engagement de l'Auvergne, parce qu'on parle de Oran, mais je parle de l'Auvergne. Aujourd'hui, ces trains, ce qui va permettre de l'améliorer, c'est du matériel roulant neuf. L'État, qui est l'autorité organisatrice de ces trains, c'est pas SNCF Voyageurs qui organise ces trains, c'est l'État. L'État a massivement investi dans des nouveaux trains qui s'appellent les trains oxygène, et ça c'est prévu pour 2027, et on y est dessus tous les jours pour l'améliorer. 2, c'est l'amélioration du réseau ferroviaire. Et SNCF Réseau a investi plusieurs centaines de millions d'euros, et vous l'avez vu, pour pouvoir améliorer les voies. Donc les 2 paramètres pour améliorer la qualité de service, c'est 1, les rails, 2, les trains. Donc tout ça est engagé. Malheureusement, le temps ferroviaire est toujours un peu long, mais je le redis, on le doit à l'Auvergne. Dernière question, votre avis sur le train à 1 € en Occitanie ne profite-t-il pas au CSP+? La question, elle est pas forcément, elle est très bien posée, mais c'est pas forcément moi qui ai la meilleure réponse. C'est la région, vous allez nous dire. C'est une politique publique. Donc Carole Delga a lancé ce point-là. Moi, je la soutiens à fond. Et Gaël Barbier, qui est le directeur régional ici, pour nous, la soutient à fond. Nous, tout ce qui permet de faire plus de voyageurs dans les trains, on y est favorable. Et donc, cette opération, aujourd'hui, elle permet d'abord à tous les passagers d'Occitanie d'avoir accès au train. Et on l'a vu, une augmentation phénoménale de voyageurs. Et je tire mon coup de chapeau à Carole Delga et à son vice-président Gibelin, parce qu'aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 100 000 voyageurs, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ils sont passés de 80 000 à 100 000 voyageurs jour, et c'est grâce à une politique tarifaire extrêmement avantageuse et qui permet de faciliter le train plutôt que la voiture. Et je remercie surtout également les équipes régionales, parce qu'on a été à la hauteur de la qualité de service, parce que le tarifaire, c'est bien, il faut que le train soit là à l'heure, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Merci Christophe Fanichet, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de Futurapolis. On se retrouve dans quelques instants pour la session La France face au tsunami gris, 10 millions d'octogénaires en 2050 et tout le monde s'en fiche.